le dollar et l'euro vont-ils continuer à baisser face au shekel? Et accord historique entre le syndicat des enseignants et le gouvernement. Si vous êtes enseignant, vous allez peut-être recevoir de l'argent. Le dollar et l'euro continuent de baisser. Les chauffeurs de taxi ont été contrôlés pour vérifier si ils utilisent correctement leur compteur. Les syndicats des enseignants et le ministre des Finances se sont enfin accordés pour une répartition plus juste des fonds de formation. Et puis, pour terminer cette émission, eh bien, ce sera le moment de parler du métro, car le premier appel d'offres a été lancé pour ces travaux gigantesques qui vont commencer en Israël, une première historique. Et pour parler de tout ça, évidemment, nous avons le docteur en économie Daniel Guggenheim qui est à mes côtés. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour. Alors on va commencer avec le dollar parce que c'est vrai, et l'euro évidemment. C'est vrai que ce sont des sujets qui intéressent fortement ceux qui nous écoutent et notamment les nouveaux immigrants, on les comprend, ceux qui ont des revenus de l'étranger en euros. Lorsque l'euro monte, c'est la fête. Lorsque l'euro baisse, c'est la catastrophe. Alors on en est où? Oui, vous avez bien résumé comme d'habitude le sujet. Je dirais, comme vous l'avez dit d'ailleurs, la presse israélienne a fait les titres là-dessus cette semaine. C'est vraiment quelque chose de assez important qui se passe à ce niveau-là. Pour donner des chiffres, pour tout chose voir, le dollar cette semaine touche les 3 shekels 20. Il faut revenir plus de 3 ans et demi en arrière pour arriver à ce chiffre-là. Non, à quoi c'est dû, Daniel? Pourquoi ça baisse? Oui. Je encore juste pour pas oublier, et l'euro à 3,70. Alors l'euro a beaucoup monté par rapport au dollar cette année, comme on le sait à cause de Trump, et il était monté même jusqu'à 4,30 pendant la guerre. Et là, on a 3,70. Il a fait 3,70. Il est un peu plus haut que il est même plus bas que ce qu'il était au début de l'année. Et donc, pour vous dire que même le shekel est plus fort que l'euro de ce qu'au début d'année. Maintenant, pour revenir justement aux causes. Moi, je dirais c'est le retour de l'économie. Ça veut dire quoi? Le marché de devises, c'est un marché très compliqué, qui est d'ailleurs très actif dans le monde entier. Et il y a beaucoup de choses qui influent sur ce qui se passe dans ce marché-là, sur les cours qui sont donnés dans le jour même, ce qui se traite. Une partie est économique et une partie est psychologique. Elle est géopolitique même, on dirait, bien sûr. Lorsqu'Israël a eu 2 ans de guerre, on ne savait pas ce qui se passerait. Alors, il y avait un problème sécuritaire. Et d'ailleurs, je pense que ce qui a changé aussi, puisque vous demandez la question, pourquoi tout d'un coup cette fermeté? Cette semaine, on reçoit S&P qui dit, moi, je change ma perspective sur Israël. Avant, j'étais négative, après neutre. Maintenant, je suis positive. Ça veut dire que si je vois que le cessez-le-feu continue, eh ben, je vais augmenter la note que j'ai par rapport à Israël. Donc, encore une fois, on avait d'ailleurs, parce qu'on avait été dégradé. On avait été dégradé. Enfin, pas vraiment dégradé. On avait été surtout des alarmes qu'il y aurait des problèmes, etc. J'avais déjà parlé qu'on voyait des signes pour les spécialistes, on voyait des signes qu'Israël, point de vue sécuritaire, était mieux considéré, point de vue de l'assurance, etc., dans le monde entier. Mais on voit que maintenant, comme d'habitude, les sociétés de notation viennent après tout le monde et confirment ça. Donc ça, c'est la première raison qui est temporaire, qui a expliqué ça. Pourquoi je dis retour de l'économie? Parce que d'abord, je dis souvent aux gens qui me demandent la question, même quand ils sont en France, mais qui veulent venir en Israël dans les prochains mois, est-ce que je dois garder mes euros au shekel ou bien être en shekel? Moi, je leur dis, regardez, l'euro en France à risque égal. Prenons quelque chose en France qui ne donne aucun risque. Ou même, pour moi que je connais, en Israël, si quelqu'un il vient avec ses euros, il va à la banque et il dit, voilà, je le passe pour 1 an, combien vous me donnez? D'après ce que on m'en dit, et ce que je vois, c'est 1%, c'est pas grand-chose. Quelqu'un qui vient en Israël et il veut déposer à la banque 1 an en shekel, on va lui donner 4%. Ah, donc, vous voyez, alors, bien sûr, ça peut être un petit peu moins chaud, mais quand même, de 1 à 4, c'est beaucoup, et le double, c'est sûrement. Alors, lorsque on reçoit beaucoup plus sur une monnaie que sur une autre. Si le pays n'est pas un pays qui est considéré comme non solvable, comme l'Iran ou autre, alors à partir de ce moment-là, normalement, la monnaie devrait être appréciée parce que les gens ont intérêt à emprunter en euros, où les choses sont moins importantes, pour shekel. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai appris cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, pour les gens qui veulent savoir, il y a des gens qui ont des appartements en euros, qui ont des appartements en France. Et ils n'arrivent pas à les vendre en ce moment, il y a des problèmes, mais ils veulent absolument avoir de l'argent pour s'acheter en Israël de l'argent. Il y a des banques européennes qui permettent maintenant, on hypothèque son bien en France, et là-dessus, on a l'argent, et avec ça, on peut s'acheter en Israël.
C'est très d'habitude c'est quelque chose que j'ai entendu très très récent, qu'on peut donc avoir avoir une hypothèque liquide, et acheter un bien qui sera en Israël et pas, c'est formidable. Très bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. Donc ceux qui veulent savoir, je pourrais les renseigner. Mais pour revenir à notre sujet là, donc et là-bas les taux sont moins importants. Il faut savoir qu'on va emprunter en euros maintenant sur le appartement par exemple, ça va 3% maximum, 3 quelque chose comme ça. Ici, les Bashkadot sont plutôt du 5-6, en fixe, je parle. Mais ça vous dit donc les différences. Donc, il vaut mieux emprunter en euros et acheter du shekel. Donc, ça, c'est première raison. Deuxième raison aussi, il faut pas oublier qu'Israël a du gaz. Et je pense que c'est une puissance mondiale du gaz. On a encore entendu qu'il fait des accords avec des pays. C'est quelque chose de fabuleux. Et donc, ça aussi, ça rapporte sa valeur de devise. Nous parlons sans arrêt ici de la haute technologie, d'accord? C'est des exits, ça veut dire des sociétés israéliennes qui se vendent à l'extérieur ou des gens qui viennent investir en Israël pour la haute technologie, tout ça, c'est de l'argent qui rentre et qui est transformé en shekel après. Ou bien dans la bourse israélienne, on a parlé de ses performances et ça continue ces derniers jours. Donc tout ça, ça a fait venir des devises à l'intérieur d'Israël et ça augmente le shekel. Donc, jusqu'à ce que les presse israéliens se demandaient, va-t-on voir un shekel, comme c'est arrivé il y a quelques années, $1 à 3 shekels? Est-ce que la Banque d'Israël acceptera une chose pareille? Quelles sont les conséquences aussi? Parce que d'un côté, pour l'inflation, c'est formidable. Parce que ça veut dire que tout ce qui est importé, surtout les matières premières ou des choses comme ça, vont coûter moins cher. Et donc, ça va permettre à la Banque d'Israël de baisser ses taux et de pas avoir à cause de ça de l'inflation, puisque obligatoirement, le pétrole ou n'importe quoi nous vaudra moins cher, ou les voitures qu'on importe. Donc, c'est important à dire. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais alors, peut-être Israël, ça sera plus difficile pour exporter. Et la réponse est non. Qu'on a remarqué que quand le shekel est fort, ça ne va pas sur l'exportation. Pourquoi? Soit pour les raisons que je vous dis, parce qu'on a du gaz ou des choses comme ça, soit parce que on donne des services à l'étranger. On voit beaucoup de la haute technologie. C'est quelque chose de très important. Et là-dessus, ils regardent pas tellement par rapport à nos concurrents. Ils regardent le fait qu'Israël donne des solutions qui sont originales. Et donc, c'est vraiment une bonne chose. J'ai jamais je dis toujours faire très attention aux prévisions, et moi-même, des fois, je me suis trompé, comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que il existe un consensus, je l'ai vu, sur l'euro, par exemple, que l'euro va continuer à baisser par rapport au dollar. Il est maintenant à 15, l'euro par 1 euro vaut 1,15 $. Les prévisions sont à la fin de l'année à 1,10. Donc, une baisse de l'euro. Et si on convertit ça par rapport à ce qu'on a en shekel, moi, personnellement, je ne m'étonnerais pas, encore une fois, s'il n'y a pas une question de psychologie ou politique qui arriverait, on peut très bien arriver à ce que, dans les prochains temps, on arrive à avoir un euro à 3,50, voire moins, d'accord? Il faut faire attention pour les gens. Je dis aux gens, faites attention, ceux qui ont besoin d'être en shekel, c'est le moment peut-être d'acheter du shekel avant qu'il soit encore plus fort. Bon, voilà. Alors, je pense que tous ceux qui nous écoutent auront retenu la leçon. On va parler maintenant d'une bonne nouvelle, parce que pour une fois que tout le monde est d'accord, ça fait plaisir. Surtout lorsqu'il s'agit du monde de l'éducation. Ce sont les syndicats des enseignants et le ministère des Finances qui, généralement, se tirent dans les pattes. Et bien là, ils se sont accordés sur la répartition de fonds supplémentaires concernant la formation. Alors, de quoi il s'agit exactement? Est-ce que nos enseignants vont recevoir des primes? Il existe en Israël, d'ailleurs, c'est le meilleur produit financier pour celui qui travaille, ce qu'on appelle Keren Ishtalmut. D'ailleurs, il peut le faire soit par des salariés, soit par des indépendants. Et il pourra agir le mieux parce que c'est le seul dont il n'est pas fiscalisé sur les bénéfices, il n'y a aucun impôt à payer. Et en plus, lorsque on cotise à ce fonds, si on est salarié, on paye 30%, le reste c'est par l'employeur. Dans les deux cas, on peut le déduire des impôts. Et si on est indépendant, aussi on peut jusqu'à une certaine somme, on peut déduire. Donc c'est formidable. Maintenant, je conseille à tous ceux qui l'ont fait de le faire, bien sûr s'il est imposable ou ça, parce que de toute façon très très intéressant. Les enseignants c'est encore spécial parce que eux ils se servent souvent de ça pour prendre une année sur 7 où ils ne travaillent pas. Oui, c'est la fameuse ce qu'on appelle l'année sabbatique. Oui, tout à fait. Et d'un côté, tous les 7 ans, ils ont une année sabbatique. Et je trouve ça intéressant parce que je sais pas si c'est dans d'autres pays comme ça, c'est très important, très intéressant qu'Israël a fait ça parce que ça permet en fait à l'enseignant pendant une année de se renouveler, de faire peut-être mieux après travailler parce que un enseignant il doit former, de voir autre chose, de voyager, voilà. Alors ce qui se passait, c'est que il y a eu des grands bénéfices qui sont maintenant ont été de 4 milliards de shekels, où il y a une discussion entre le ministère des Finances et les syndicats. Pourquoi il y a ces bénéfices-là? Le ministère des Finances a dit la chose suivante. Vous savez, pendant l'année sabbatique que les gens prennent, c'est nous qui cotisons pour eux pour qu'ils aient une retraite après à 60, quand il faudra les prendre. Et ça, c'est un coût pour le finance. Donc nous, on voudrait une partie de ce magot-là, ça nous. Et eux, ils disaient non, c'est notre gestion, c'est d'autres choses, ça appartient aux enseignants. Alors ils sont arrivés sur ces 4 milliards.
Maire a vraiment un accord historique très, très intéressant. Il dit la chose suivante. 1 milliard, ça va rester dans ces fonds-là pour justement que c'est ce qu'on appelle actuariel, un fauteuil de sécurité pour pas qu'il y ait de problèmes par la suite. Mais il reste 3 milliards quand même. Eh ben, 2 milliards vont aller aux enseignants. Tous les enseignants qui ont cotisé à ces Keren-Ishtalmut, donc à cette forme de formation entre 1995 et 2010, vont recevoir en moyenne 14 000 shekels. Il s'agit de 165 000 personnes qui sont concernées. J'espère qu'un de nos auditeurs le sera aussi. Bien sûr. Donc, comment ils vont le recevoir? Si vous avez un Keren-Ishtalmut entre 95, enfin, pris entre 95 et 2010, vous allez recevoir 14 000 shekels sur votre compte. Oui, exactement. De façon digitale ou autre. Si vous le faites pas, vous devrez mettez-vous en contact avec vous, je pourrais vous expliquer comment faire. Ça, c'est une chose. Une autre chose, et l'État a dit 1 milliard de shekels, ça a été l'accord, nous allons le prendre, mais on s'engage à ce que ça soit pour donner de l'argent dans les zones qui ont été touchées par la guerre au niveau de l'éducation. Nous allons investir dans l'infrastructure éducative, dans les enseignants, dans les écoles, de tous ces endroits-là, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi un problème pour tous ces endroits qui ont été touchés de populations qui ont du mal à revenir, et on les comprend après ce qui s'est passé, et donc ça les encourage forcément à revenir. Et tout le monde, comme vous l'avez dit, c'est incroyable, c'est un consensus où tout le monde a été content, et je pense que ça sera un bon modèle pour l'avenir. Ah ben c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors maintenant, on va parler des transports et notamment des chauffeurs de taxi. On va s'interroger, sont-ils plus voleurs que les garagistes, Daniel? Voilà. C'est bien, je vous fais rire ce matin, j'adore. Notre question est un peu cynique. Mais bon, c'est bien, voilà. C'est bien, on connaît le... Du moment que c'est vous qui faites la blague, il n'y a pas de problème point de vue Kalita. Moi, j'aurais pas osé. Ce que je veux dire, la chose suivante, c'est que, effectivement, le fisc a fait officiellement une déclaration disant la chose suivante. Nous avons maintenant 100 inspections. Et nous avons trouvé que 80% des gens qui ont été des chauffeurs taxi qui ont été contrôlés ne déclaraient pas leurs revenus. Soit ils ne fait pas le compteur comme ils devaient le faire. Il y a un compteur maintenant intelligent qui a été fait justement pour permettre plus facilement de calculer quel est leur revenu. Et ou bien même s'ils le faisaient pas, au moins ils doivent marquer quelque part combien ils ont eu et le déclarer bien sûr aux impôts. Ils ont remarqué qu'ils l'ont pas fait. C'est quelque chose d'important. Maintenant, d'ailleurs, il y a une grande discussion et des relations assez tendues entre les chauffeurs de taxi et le ministère des Transports. Il y a une grève récemment, justement pendant les jours de vacances. Ils voulaient ne plus aider à prendre des voyageurs à Ben Gurion, etc. Et le ministère des Transports a d'ailleurs baissé le tarif général pour pouvoir permettre de gagner plus lorsqu'on fait des grandes distances. Maintenant, ce que les chauffeurs de taxi disent la chose suivante. Nous, on a une régulation très très forte. Ça coûte énormément d'argent de faire. Et en plus, vous voulez mettre Uber maintenant, et ça sera une concurrence déloyale parce qu'ils n'auront pas toute la régulation que nous avons. Mais ce que je veux dire ici aussi, en terminant sur ce sujet très important, eux, ils ont dit qu'il y a 35 000 à l'heure actuelle qu'ils n'ont pas, c'est peut-être à quelques mois de ça, ce qu'on appelle driver-in. C'est des gens c'est pas Uber, hein, c'est des gens qui disent, on voit des affiches, voilà, moi, je te prends. Oui, c'est privé, quoi. C'est clandestin. Et clandestin. C'est illégal. Et c'est dangereux, je vous dirais, parce qu'ils ont sûrement pas les assurances qu'il faut pour un chauffeur taxi, on doit payer. Et il faut pas le prendre. Quand c'est quelqu'un qui le prend, il faut savoir qu'il fait quelque chose d'illégal. Et il peut avoir des problèmes, comme je l'ai dit, même point de vue santé après, parce qu'on sait pas, ils ne sont pas enregistrés nulle part pour avoir le droit de faire ça, d'accord? Et il y a aucune vérification qu'il y aurait au minimum dans le cas de Uber. Et ils disent que ça, c'est 3 milliards de shekels que l'État ne prend pas et qu'il fasse une action là-dessus. Et le ministère de l'économie a dit, on est d'accord, que c'est un grand problème. Ils ont fait des actions à ce sujet. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais ce que je vois, c'est qu'il y a moins de pub là-dessus. Mais effectivement, là-dessus, ils ont raison de se plaindre. Bon, alors, on continue avec les transports, Daniel, puisque là, on va parler du métro. Le premier appel d'offres pour la construction du métro a été lancé. C'est historique pour Israël. Ça n'a jamais existé, des travaux d'une ampleur pareille, d'un coût pareil. On parle de 180 milliards de shekels. Première tranche sera un petit peu moins, je crois, aux alentours de 65 milliards de shekels. Alors, ça va être dans de nombreuses villes en Israël, mais surtout dans le pourtour de Tel Aviv. Alors, on en est où? Et qui va remporter l'appel d'offres? On le sait ou pas encore? Non, justement parce qu'il y a eu les premiers appels d'offres qui ont fait. C'est effectivement, quand vous le dites, quelque chose d'historique. Je rajouterais, il s'agit de, pendant 12 ans de creuser... 12 ans de travaux. 12 ans de travaux, creuser 150 kilomètres de tunnels.
c'est quelque chose de faramineux, ça va donner de l'emploi à 16 000 personnes. Ouais, c'est extraordinaire. Et donc, je ne suis pas oublié de ça, lorsque ça marchera, ils pensent que par jour, 1 million de personnes utiliseront ce métro et que l'État d'Israël gagnera par jour 30 milliards de shekels. Donc, c'est quelque chose, après quelques années, on retrouvera cet argent-là des 12 ans. Ouais, c'est un investissement, mais rentable à long terme. Bien sûr, pour Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine où on a reparlé de ça? C'est un projet qui est très long, mais il y a eu ce qu'on appelle les premiers appels d'offres. C'est-à-dire, le gouvernement dit à des entreprises nationales ou internationales. Nous, on va faire ces travaux-là. Et vous pourrez peut-être vous-même, d'ailleurs, des groupes ensemble, parce que c'est tellement... c'est énorme. C'est énorme. Bien sûr, il y aura d'ailleurs pour chaque... Même le premier de 65 milliards, ils vont le découper en plusieurs pour donner à plusieurs groupes ou à plusieurs entreprises. Pour ça, ensemble, pour que des gens puissent travailler, pour que ça aille pas vite. Et ils ont dit, voilà, nous, ce qu'on vous dit, c'est notre projet, c'est qu'à la fin 2026, on fasse un nouvel appel d'offres par rapport à ceux qui auraient maintenant été acceptés, que ça sera ce qu'on appelle en hébreu bitsoua. Ça veut dire, ça y est. Maintenant, vous avez un an pour vous préparer, pour nous dire, voici nos tarifs à nous, ce que nous demanderons comme argent au gouvernement, et comment pouvons-nous le faire, etc., les travaux que vous nous demandez. Donc, c'est un premier pas, mais très, très important. Et donc, ça va déjà même temps changer un peu, sûrement, même pas au niveau de l'emploi, etc. Ça va faire énormément d'intérêt pour Israël au niveau mondial de ce qui va se passer. Déjà, on sait qui a répondu ou pas encore. Non, parce que c'est cette semaine c'est tout nouveau. On vient ici, c'est des primeurs qu'on donne. D'accord. S'il y a quelqu'un de nos auditeurs qui connaît, au contraire, il devrait s'intéresser à ça. À mon avis, c'est quelque chose qu'on en parlera dans le monde entier parce que c'est vraiment, vous avez même dit, c'est le mot historique pour Israël, ça n'a jamais arrivé. C'est 10 fois ce qui a été pour le tram à Tel Aviv. Ça promet au niveau des embouteillages et des travaux, du bruit, tout ça, ça promet. Mais c'est-à-dire ça sera sous terre, je ne sais pas comment ça va. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, les embouteillages à Tel Aviv ne vont pas s'arrêter, ça c'est sûr, et ça dure 12 ans. Donc nous qui nous plaignons à Jérusalem que ça va durer encore 5 ans, finalement c'est pas mal, hein, ça va aller. Voilà, en tout cas, merci pour toutes ces infos, Daniel. On se retrouve comme toujours la semaine prochaine. Avec plaisir.